Avant de commencer cet épisode, j'ai le plaisir de vous inviter à notre prochain webinaire gratuit. 2024 a été une année particulièrement difficile pour le secteur spa et esthétique. Beaucoup de centres ont souffert, certains ont même fermé, et ceux qui sont restés ouverts ont souvent été confrontés à de nombreux défis. Nous savons que 2025 s'annonce comme une année déterminante pour les centres. Alors, pour vous aider, j'interviendrai avec ma collaboratrice Cynthia, business mentor au sein d'Expertise Spa Bien-être, au cours d'un webinaire inédit. Nous vous présenterons les 6 pièges qui vous empêchent de développer votre centre et les solutions pour y remédier. Au programme, les 6 erreurs qui freinent votre centre, comment les identifier et éviter ces erreurs, les stratégies efficaces et les solutions pour développer votre centre en 2025. Vous découvrirez la méthode ESBE qui a déjà mené plus de 1300 gérants et gérantes esthéticiennes vers la réussite et en plus, vous bénéficiez d'avantages pour rejoindre nos programmes dès 2025. Pour nous rejoindre, vous avez le choix entre le mardi 5 novembre à 20h30 ou le jeudi 7 novembre à 12h30. Mais attention, c'est un webinaire exclusif et il n'y aura pas de replay. Alors inscrivez-vous dès maintenant et n'oubliez pas de noter la date dans votre agenda. Retrouvez le lien d'inscription sur notre site internet ou nos réseaux sociaux Expertise Spa Bien-être. Maintenant, passons à l'épisode que vous vouliez écouter. Vous écoutez l'épisode 96 du podcast Business en spa esthétique. J'ai repris toute la gestion financière de mon centre. Une histoire de réussite avec Marjorie Fiat de la maison Poétique. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. De plus en plus de professionnels de notre secteur sont issus de reconversions professionnelles. Certains le vivent confortablement, tandis que d'autres rencontrent de vraies difficultés. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir une de nos clientes, Marjorie Fiat, créatrice de la maison Poétique dans le Maine-et-Loire. Marjorie est arrivée dans notre secteur spa esthétique suite à une reconversion professionnelle. Dans cet épisode, nous allons parler de sa nouvelle vie et de son quotidien de chef d'entreprise, de l'intensité de la période de création de son centre, et nous ferons le bilan de ses 3 premières années d'activité dans notre secteur. Vous allez l'entendre, Marjorie a un parcours très inspirant. Alors c'est parti pour les présentations. Bonjour Marjorie, je suis ravie de te recevoir au sein du podcast. Alors comme bien souvent, lorsque je reçois des invités, ma toute première question pour toi, c'est la traditionnelle question. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bonjour Tiffaine. Donc moi c'est Marjorie, j'ai 38 ans et ça va faire bientôt 3 ans que j'ai créé Poétique, maison de beauté naturelle et biologique à Angers dans le Maine-et-Loire, donc dans l'ouest de la France. Donc j'ai 2 cabines de soins mais je travaille toute seule par choix et je me suis spécialisée dans la cosmétique naturelle et biologique et les techniques manuelles. Donc c'est-à-dire que je travaille sans appareil. Voilà. D'accord. Alors, on va commencer par le début parce que ton parcours est aussi un peu particulier. Tu as choisi de changer de carrière professionnelle pour exercer dans notre secteur esthétique et bien-être. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ton parcours professionnel avant Maison Poétique ? Avant Maison Poétique. Oui, c'est vrai que vu de l'extérieur, ça peut paraître un petit peu surprenant, ce choix de l'esthétique et du bien-être au vu de mon début de carrière professionnelle, parce que j'ai eu un parcours de formation assez académique au démarrage, donc licence, master.
Et mon objectif premier, c'était de travailler dans le secteur culturel. Donc, j'ai d'abord commencé par travailler en tant que chargée de médiation et de communication au sein d'un collectif de théâtre. Et puis ensuite, j'ai bifurqué une première fois vers l'insertion par l'activité économique. C'est-à-dire que je travaillais sur un chantier d'insertion auprès de personnes en situation d'exclusion socio-professionnelle. Donc, j'ai déjà changé de secteur à ce moment-là. Je passais du secteur culturel à l'IAE, l'insertion par l'activité économique. Et ensuite, le dernier poste que j'ai occupé avant ma reconversion, c'était dans le champ de ce qu'on appelle l'éducation populaire. Je travaillais auprès de jeunes en service civique. Ok. Donc, effectivement, rien à voir. Rien à voir. Et en même temps, on avait quand même cette passerelle de prendre soin de l'autre et d'aider les personnes. Dans cette carrière, tu avais un poste stable finalement. Quel a été le déclic qui t'a amené à d'abord changer de métier et puis dans un second temps, après, vraiment devenir chef d'entreprise? Ouais. Alors, bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'esthétique, c'est pas complètement inconnu pour moi parce que c'était mon envie professionnelle de petite fille et d'adolescente. Donc, cette reconversion, finalement, elle s'enracinait quand même quelque part, a priori. Mais le truc, c'est que après la troisième, je ne me voyais pas du tout partir directement dans le monde professionnel. J'avais mon projet pro en tête qui était celui de devenir esthéticienne. J'avais fait mes stages de quatrième, de troisième dans un institut. Ça avait confirmé mon choix. Comme j'aimais bien l'école et puis que je voulais avoir le bac, parce que pour moi, ça représentait une sécurité si jamais j'avais envie de changer, je suis partie en bac général. Et en fait, une fois arrivée dans le monde professionnel, malgré des postes que j'avais choisis à chaque fois, en adéquation avec mes valeurs, mon envie d'œuvrer à un projet de société plus juste, je me suis finalement jamais sentie vraiment légitime dans ce que je faisais. J'étais jamais vraiment bien à ma place, sereine. Et voilà, je trouvais que le monde du travail était un peu nébuleux, un peu violent parfois. Et à chaque changement de poste, en fait, l'esthétique, l'envie de l'esthétique remontait à la surface. Mais pour autant, ça me semblait tellement loin de moi, de mes réalités, de mes valeurs. J'avais une image négative de ce métier. Du coup, je me voyais pas sauter le pas. Et en plus, j'avais l'impression que après tout ce que j'avais vécu de palpitant, etc., j'aurais atterri dans un truc ennuyeux et superficiel. Donc en fait, à chaque fois, j'enterrais cette envie. Et, euh, et le déclic de la reconversion, en fait, ça a été un événement dramatique puisque j'ai perdu mon petit frère dans un accident de montagne. Donc ça va faire bientôt 10 ans. Il était jeune, il avait 22 ans, c'était donc complètement inattendu et ben ça a été ça le déclic en fait. Euh, Pas immédiatement, mais au bout de quelques mois, envie de changer d'air, voilà, d'envoyer valser des trucs. En fait, tout s'écroulait. Et dans ce mouvement d'effondrement, ma façon à moi de me battre, ça a un peu été de me jeter à corps perdu dans toute autre chose, en fait. Comme une nouvelle vie. Finalement, ouais, c'est ça. De m'accrocher à la vie en tentant le tout pour le tout. Et ce qui m'a permis d'oser y aller, c'était qu'en fait, je craignais beaucoup moins d'éventuels sarcasmes ou critiques parce que je me disais que les gens oseraient pas les formuler du drame que je traversais. Et ensuite, le déclic pour devenir chef d'entreprise, bah, c'est pareil, en fait, ça s'est un peu imposé à moi. Parce que avoir une entreprise, ça n'a jamais été un rêve, une ambition. Au contraire, c'est quelque chose qui me repoussait assez, qui me faisait en fait hyper peur. Pareil, je me reconnaissais pas. J'avais une vision du monde de l'entrepreneuriat assez restrictive. Et en fait, le déclic, c'est que donc moi j'ai eu la chance de pouvoir faire un BP en alternance à Angers dans un institut spécialisé en cosmétique naturelle et bio. Donc ça, c'était vraiment pour moi une chance parce que c'était important en termes de valeur. Et j'ai été embauchée dans ce même institut dans la foulée après mon BP.
Hop, j'ai travaillé. Et au bout d'un an, en fait, en septembre 2020, j'ai été licenciée économique. Et donc là, comme j'étais licenciée économique, j'avais le droit de bénéficier d'un dispositif qui me permettait d'avoir un maintien de salaire et des droits à la formation, assez importants. Mais là, je me suis posé la question parce que je me dis, OK, il va falloir que je retrouve du travail ailleurs. Je me reconnais pas dans les instituts traditionnels classiques de la cosmétique conventionnelle, c'est pas moi. Ce qui veut pas dire que c'est pas bien, mais juste ça me correspond pas. Et sur Angers, le paysage des instituts, je voyais pas où je pourrais trouver ma place. Donc en fait, je me suis dit, OK, là, soit je refais une reconversion, j'y ai pensé, mais bon, enfin voilà, j'avais quand même un peu la flemme parce que ça faisait pas si longtemps que ça que j'étais diplômée depuis 1 an, j'avais travaillé que 1 an, donc je me voyais pas reprendre d'autres études encore. Ou soit finalement, bah, je crée mon entreprise, quoi. Et c'était Mhm. presque à reculons. Mais je me disais, il faut bien que je fasse quelque chose de ma peau. J'ai ces diplômes tout frais dans ma besace. Bon, bah, comme j'ai du temps, avec ce dispositif et ce maintien de salaire me laisser du temps et que j'ai des droits à la formation, eh ben, je vais pouvoir le préparer, ce projet, à fond les ballons. Et, euh, et le déclic, c'est ça, en fait. Ça a été ce licenciement économique. Mhm. C'est des histoires de vie, c'est super intéressant. Donc, tu arrives à créer finalement un centre pour te faire une place justement dans ce paysage esthétique, Mm. avec tes valeurs, avec ce que tu voulais apporter en fait à ta future clientèle. Tu Ouais, crées ce centre à ton image. ouais, Ton planning, dès les 3 premiers mois d'ouverture, finalement, il est assez bien rempli parce que tu étais sur un taux d'occupation à 60%, ce qui est en fait les scénarios, les bons scénarios, on va dire, quand on est ouais, créateur. ouais, Qu'est-ce qui t'a amené à nous contacter? ouais. Euh, c'est vrai que Poétique a démarré très fort et très bien. Hmm. Et on aurait pu se dire, bon, bah, tout est parfait dans le meilleur des mondes. Ça marche. Voilà. Sauf qu'en fait, moi, je sentais bien que j'avais besoin de structurer mon activité, d'avoir des process, des choses rodées, parce que j'avais besoin d'avoir une meilleure vision d'ensemble, en fait, de me sentir en maîtrise sur mon activité. Mais c'était pas du tout le cas. J'étais complètement dépassée par ce succès. Et donc, je savais pas par quelle boule prendre. Je partais dans tous les sens. Et, euh, et toutes les questions que je me posais, toutes les idées, toutes les envies, mes besoins, sans avoir de réponse concrète en face, parce que j'avais pas les connaissances, pas de méthodologie, un manque de temps, etc. Ça me prenait une énergie folle. Et puis ça représentait une grosse charge mentale. Donc en fait, je trimballais mon sac à dos de questions, d'angoisse, de mince, mais comment je dois faire. Euh, et quand j'ai entendu parler de ESBE, vraiment, j'ai eu l'impression qu'on évoquait point par point tout ce dont j'avais envie, tout ce qui me faisait défaut pour me sentir sereine et en maîtrise. Hmm. Ça a été assez marquant en fait. Je me suis sentie comprise dans mes besoins, alors même j'avais rencontré personne. Mais et après en fait, le programme il m'a semblé sérieux. J'ai vraiment constaté qu'il y avait une expertise, une connaissance fine des réalités de terrain du secteur de l'esthétique et du bien-être. Et vraiment, j'avais vraiment l'impression qu'on parlait de moi quand j'écoutais les épisodes du podcast. Donc vraiment, il y a tout ce besoin de méthodologie et de sécurité aussi dans le fait de mener mon activité qui m'a poussée à contacter ESBE. Et puis il y avait aussi le fait que malgré tout le succès rencontré, ma situation financière, elle n'était pas florissante pour autant du tout. J'arrivais pas à me dégager plus du SMIC niveau salaire et je comprenais pas pourquoi. Et le SMIC, des fois, c'était chouette. C'était souvent moins. Et Hmm. donc, j'avais besoin de recul, j'avais besoin d'un regard extérieur, d'une expertise pour analyser ce qui fonctionnait pas. Dans les finances de l'entreprise, parce que malgré le plébiscite de la clientèle, je voyais bien que au niveau organisationnel ou au niveau financier, ça ne marchait pas. Donc, il y avait quelque chose qui bloquait quelque part. Et moi, toute seule, j'arrivais pas à, euh, à pointer le doigt dessus. Et quand bien même j'aurais réussi, je pense que j'avais ni les connaissances, ni les compétences, ni la méthode pour le faire. Ok, eh ben là j'ai besoin d'aide. Et comme je me suis retrouvée dans le podcast, notamment, c'est ça
qui m'a convaincue et qui a fait que voilà, je vous ai contacté. Tu l'as fait, on va dire, relativement rapidement, on va dire, parce que je pense que ce que tu partages avec nous là, de nombreuses gérantes en fait, ayant des centres existants même depuis plusieurs années, qui ont les mêmes conditions que toi, c'est-à-dire un planning qui est plutôt bien rempli, une clientèle qui est là, qui a du répondant, qui est fidèle, et puis à côté une espèce de charge mentale ou d'angoisse ou de questions un peu existentielles qui sont des questions propres aux chefs d'entreprise. Et puis, bah, ces chiffres qui, effectivement, parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, au moment où on enregistre ensemble cet épisode, ça fait 8 mois que tu as intégré le programme de SBE. Donc, ce sont Cynthia et Laura qui t'accompagnent. Vous avez travaillé ensemble sur ta gestion du temps, donc ce qui te manquait, parce que tu avais la sensation en fait d'être débordé. Vous avez travaillé sur l'état d'esprit du chef d'entreprise, sur la stratégie financière. Oui. En fait, là, on voit d'ailleurs que la gestion du temps, finalement, elle a toujours un impact sur les finances et que notre gestion du temps, surtout le côté, le rapport émotionnel que l'on a avec la gestion du temps, va guider ou pas certains choix. Et pour toi, il fallait trouver cette solution, une solution c'était de désengorger ton agenda. Donc, voilà, on a celles qui font le programme pour remplir leur agenda, et toi, tu étais dans une autre équipe pour trouver de la place, en fait, et pour te permettre justement de recevoir tes clientes dans un délai que tu estimais plus raisonnable, entre guillemets. Est-ce que justement tu peux nous expliquer par quelles étapes tu es passé pour pouvoir opérer cette première transformation, c'est-à-dire la première priorité, on fait de la place pour voir plus clair? Ouais. Le travail sur la gestion du temps, en fait, pour moi, et la projection sur une semaine idéale, ça m'a déjà permis, en fait, de prendre conscience que je pouvais déjà être en maîtrise et choisir d'attribuer mon temps à un certain nombre d'heures en cabine, un certain nombre d'heures en gestion, etc. Et que tout ça pouvait se planifier. En fait, que je pouvais prendre le temps de me poser, de me projeter et d'arriver à une esquisse de ce que serait une semaine de travail idéale. Donc déjà, ça permet de diminuer un peu le brouillard mental. Et c'est vrai que parallèlement à ça, ça impose, quand on travaille sur la gestion du temps, ça impose de faire des choix qu'on va imposer d'une manière ou d'une autre à sa clientèle. Et pour pouvoir assumer ces choix, il faut effectivement travailler sur son état d'esprit en tant que chef d'entreprise. Muscler un petit peu cette partie-là de nous qui ne résonne pas en empathie avec la cliente, mais en empathie avec nous-mêmes et notre activité. Effectivement, les deux travails menés conjointement, ça m'a permis voilà, une forme de prise de recul, de l'apaisement, de la rationalisation aussi de OK, dans quoi je passe mon temps, dans quoi je veux passer mon temps, comment je veux équilibrer ma vie pro et ma vie perso. Ce qui en a découlé de ça, c'est que en me projetant sur ce que serait ma semaine idéale en termes de temps de travail, d'équilibre vie pro perso, etc., avant même de dire comment je vais désengorger mon agenda et voilà, cette première étape-là, elle m'a permis de déterminer au final ma capacité de production, c'est-à-dire le nombre d'heures cabine par semaine que j'aimerais faire. Déjà, c'est une notion que je n'avais pas du tout. Donc ça permet de rationaliser en fait. On voit plus le quotidien comme un amoncellement de rendez-vous. On se dit, OK, je suis toute seule, j'ai telle capacité de production, je peux faire tant d'heures cabine, et on rationalise et ça rassure. Et donc ensuite, ça m'a permis de travailler à fond sur le calcul de mon taux horaire de facturation. J'ai déjà commencé par établir le taux horaire de facturation à l'époque que je faisais, et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est là que le bas blessait. J'ai commencé à comprendre pourquoi je bossais comme une dingue et cela ne s'en ressentait pas du tout dans mes finances. Ensuite, en fonction de ma capacité de production établie, de mes charges fixes et variables et du montant de ma rémunération souhaitée, j'ai calculé un nouveau taux horaire de facturation. Ce qui fait qu'au final, après tout ce travail de décortiquage pour comprendre la mécanique de la rentabilité et d'un prix, j'en suis arrivée à la décision de diminuer les temps d'accueil et post-soins. Donc déjà, ça dégageait un peu de temps dans mon planning,
parce que moi, j'avais des temps d'accueil, soins assez généreux. Donc, ça prenait plus de temps sur l'agenda, donc je pouvais recevoir moins de gens. Donc ça a été un premier résultat concret et vertueux sur le fait de désengorger l'agenda. Et dans le même temps, j'ai aussi choisi d'augmenter les prix pour enfin avoir une meilleure marge et pouvoir me rémunérer correctement sans m'épuiser au travail. D'ailleurs, à ce propos de changer les prix, alors tu parlais, j'ai beaucoup aimé comment tu as décrit le fait de muscler en fait ces réflexions de chef d'entreprise d'une façon différente. Le sujet de la stratégie de prix dans le programme, c'est souvent un moment un peu délicat. Et lorsqu'on travaille justement, lorsqu'on propose aux gérants de travailler sur leurs tarifs, il y a Ouais. toujours cette peur qui est liée à l'augmentation, peur de se Ouais. dire en fait, je vais perdre des clientes ou la peur du jugement Oui. énormément. C'est peut-être aussi ce que tu disais en préambule quand tu nous expliquais que c'était finalement la carrière auquel tu avais pensé dès ton plus jeune âge. Mais cette peur du jugement, en fait, on la retrouve de différentes façons. Donc, même dans les prix, on se dit, mais que vont penser mes clients si j'augmente mes prix? Ils vont penser que je veux m'en mettre plein les poches. Enfin, voilà, on a tout un tas de scénarios d'interprétation qu'on prête à nos clients. Comment vais-je faire aussi face à toutes ces remarques potentielles qu'on va me renvoyer et sur ce sujet d'ailleurs, moi je vous invite vraiment à écouter ou à réécouter le podcast numéro 6 qui s'appelle Augmenter les tarifs de vos prestations. Donc j'avais pas mal répondu à ces interrogations-là. Mais comment toi, Marjorie, tu as vécu cette décision d'augmenter tes tarifs? Qu'est-ce qui t'a aidé à prendre cette décision? Alors déjà, bon, ma principale peur, effectivement, c'était de passer pour une arriviste vénale qui en veut toujours plus. Et j'avais aussi peur que ce niveau de prix ne soit pas légitime. Basiquement, c'est ça, hein. Effectivement, c'est la peur du jugement des autres, comme tu le disais. Ah là là, elle pense qu'au fric, alors qu'on est dans un métier en lien avec la personne, l'humain, le soin. Donc c'est comme si c'était incompatible, cognitivement parlant, dans notre tête, de se dire qu'on veut bien gagner sa vie et qu'il faut prendre soin des autres, alors qu'en fait c'est compatible parce qu'on ne change pas foncièrement de personnalité à partir du moment où on augmente ses tarifs. On reste la même personne, aussi accueillante, chaleureuse, sincère, etc. Moi, ce qui m'a bien aidé, en fait, c'est juste de poser les choses sur la table de façon factuelle. Donc, tout le travail sur la répartition du temps et le calcul du taux horaire de facturation en fonction de mes charges, etc. Car en fait, je voyais bien que ça tiendrait pas si je faisais rien. Donc, ce que je voyais, c'était que j'allais m'enfoncer petit à petit financièrement et surtout psychologiquement à travailler comme une dingue sans pouvoir me dégager de revenus suffisants. Donc en fait, ça allait être de plus en plus difficile d'assumer le décalage entre le succès rencontré et la précarité de mes revenus. Et donc, c'était limite une condition de survie pas vraiment négociable. J'avais les chiffres sous les yeux, je pouvais pas être dans le déni, je savais qu'il allait falloir que j'en passe par là. Et en fait, c'est cette objectivité des chiffres qui m'a donné de la force et de la légitimité à le faire. Donc ça, et puis mes amis à qui j'en ai parlé, mes amis proches qui m'ont carrément coaché, qui m'ont soutenu à fond en me disant que Poétique, c'était vraiment un projet très beau, que les gens vivaient de très belles expériences et puis que vraiment c'était légitime. Pour préparer le terrain auprès de mes clientes, en fait, j'ai juste, entre guillemets, envoyé un mail qui contenait plein de nouveautés de fonctionnement. Vraiment un mail un peu pas tabula rasa, mais on reprend les choses, on évolue. Et parce que je mettais en place la prise d'acompte à la réservation, j'avais créé une politique d'annulation, ce que je n'avais pas. J'avais déterminé des nouvelles modalités de prise de rendez-vous. Il y avait plein de choses qui avaient changé suite au travail mené avec le programme ESBA. Et donc, j'ai annoncé une évolution de la grille tarifaire au 1er juillet 2024 et j'ai joint la liste des nouveaux tarifs. Et moi, j'ai de 2 à 4 mois de délai. Donc, en fait, il y a des gens qui ont pris rendez-vous avant le 1er juillet pour après le 1er juillet. Donc, en fait, j'ai précisé qu'au vu de cette évolution et par rapport aux gens qui avaient pris rendez-vous après le 1er juillet sans avoir la connaissance des nouveaux prix, eh ben, je leur laissais en prendre connaissance et en conscience maintenir ou pas leur rendez-vous. Je l'ai formulé comme ça. Et j'ai essayé d'être
carrée et sûre de moi dans le ton, sans être arrogante, et je me suis pas justifiée, en fait. J'ai pas essayé de faire passer la pilule en invoquant l'inflation ou autre chose, parce que pour moi, c'est patiner dans la gadoue, en fait. Et j'ai essayé de faire comme si c'était une chose naturelle, mais non négociable. Et si jamais ça a fait pester certaines de mes clientes, j'en ai pas entendu parler. Parce qu'au final, mais j'ai eu un seul retour de cliente qui trouvait pas juste en fait le fait de devoir payer plus cher après le 1er juillet, même si le rendez-vous avait été pris avant. Donc ça, je m'y attendais un petit peu, forcément, parce que moi, je la comprends en plus, cette cliente. Si j'étais cliente, je penserais sûrement comme elle. Donc en fait, j'ai réussi sans m'énerver ou me liquéfier sur place à l'écouter. Alors je dis pas que j'avais pas le palpitant, hein, mais je lui ai dit voilà, je comprenais sa position et finalement, au bout de l'échange, au final, elle est repartie tout sourire en me disant que elle estimait vraiment la qualité de mes soins, qu'elle reviendrait. En gros, ça changeait rien quoi. Donc moi, j'ai été finalement hyper contente qu'elle soit honnête. J'aime bien cette relation de sincérité en fait vis-à-vis de mes clientes. On a le droit de pas être d'accord en fait. Mais à part ça, j'ai eu aucune autre remarque ou objection cliente à gérer en fait. J'ai même plutôt des clientes qui m'ont dit qu'elles comprenaient et que c'était dommage pour elles, mais tant mieux pour moi sur le ton de la plaisanterie en fait. Je dirais presque que c'est passé crème. Et j'ai une cliente épilation qui m'a dit qu'elle espacerait un peu plus ses rendez-vous, mais voilà, sans animosité. Et voilà, c'est la meilleure décision de ma vie professionnelle. Enfin, clairement. Maintenant, quand je discute avec des consoeurs, j'ai trop envie de leur dire, mais faites ce travail. Faites ce travail. C'est-à-dire, quitte à faire des choses difficiles toute la journée, c'est-à-dire bosser épuisé pour pas grand-chose, bah, mettez votre frustration dans le fait d'augmenter vos tarifs et vous aurez de meilleurs résultats, quoi. Et on avait calculé avec Cynthia quand même, si besoin était de me rassurer, qu'au vu de mes délais, je pouvais aussi me permettre de perdre un petit pourcentage de clientèle sans que ça n'affecte mon chiffre d'affaires. Donc, et je reconnais que c'est sans doute plus confortable dans ma situation, c'est-à-dire je manque pas de clientèle, loin s'en faut, d'imposer ce changement tarifaire. Parce que c'est quand même un rapport de force, quelque part. C'est-à-dire que moi, j'avais quand même quelque part dans la tête une petite voix qui me disait, ben en fait, vu tout le monde que j'ai, si vous ça vous plaît pas, eh ben tant pis. Mais je pense qu'effectivement, on peut pas se permettre ça. On peut pas se permettre d'avoir cet état d'esprit-là quand on cherche à remplir son agenda. Donc je comprends les personnes, les consoeurs pour qui ça semble plus difficile. Pour autant, je reste vraiment sur ma position de ça change la vie. C'est ultra nécessaire. Votre quotidien va changer. Enfin, vous imaginez même pas tout ce qui va découler de cette décision, si inconfortable soit-elle. Alors justement, raconte-nous ce qui s'est passé pour toi depuis cette augmentation de tarif. Donc tu disais, en fait finalement, et c'est ce qui arrive tout le temps, hein, ça fait des années qu'on accompagne des clientes, ce moment-là, on le sait, est délicat, ce qui est normal, hein, mais à chaque fois, on se revoit quelques semaines après l'augmentation des tarifs. Alors comment ça s'est passé? Bon bah personne m'a rien dit, ou bien c'était oui une ou deux clientes qui ont fait des remarques, et en fait on se fait souvent toute une montagne de cette évolution des tarifs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis? Et bah voilà, moi ça m'a changé la vie, vraiment. C'est-à-dire que mon chiffre d'affaires est en augmentation. J'ai pu me rémunérer en juillet et août alors que j'ai quand même fermé 3 semaines en août. Et là, on est début octobre et j'ai quasiment doublé mon salaire sur le mois de septembre. Enfin, c'est assez dingue. Et maintenant, j'arrive à me projeter aussi et à estimer mon niveau de rémunération sur les mois qui viennent grâce au tableau de bord de gestion. Et donc un outil qu'on nous transmet dans le cadre du programme ESBE. Et ça aussi, ça change la vie. En fait, comme quand on est en maîtrise sur la mécanique de la capacité de production qui nous donne finalement notre nombre d'heures de cabine par mois, qu'on multiplie par notre taux d'occupation et par notre taux horaire de facturation, quand on connaît ces notions-là, qu'on les a travaillées, eh ben c'est comme si on jetait des dés, mais qu'on connaissait le résultat, quoi, à l'avance. C'est quand même vachement plus confortable. Et donc je peux estimer mon niveau de rémunération. Petit à petit, je vais pouvoir constituer une trésorerie saine pour l'entreprise aussi. Et ça rejoint mon besoin de sécurité, de sécuriser mon outil de travail et mon gagne-pain.
et tout en ayant plus l'impression d'être aliénée à mon travail, de moins le subir. Et j'ai pas eu l'impression d'avoir perdu des clientes. Mais bon, je me donne quand même jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir faire un premier bilan et tirer des conclusions, quand même. Parce que c'est récent, hein, c'était au 1er juillet. Voilà, j'ai fermé en tout 1 mois, 3 semaines en août, 1 semaine en septembre aussi. J'ai pas précisé, mais j'ai doublé mon salaire alors que j'ai travaillé 3 semaines. Et donc, je précise quand même que j'ai augmenté de façon assez significative mes soins. Et c'est ça qui a permis de faire décoller mon chiffre d'affaires. J'ai pas augmenté de 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros. Mes massages corps d'une heure sont passés de 70 à 90 euros. Et mes massages d'1 h 30 de 100 à 120 euros. Mes soins du visage, ils ont augmenté de 12 à 16 euros en moyenne. Et mes massages facialistes, parce que je suis facialiste d'1 heure, pareil, ils ont pris 10 euros. Passé de 80 à 90 euros et de 90 à 100 euros. Donc, l'augmentation, elle a été moins significative sur les épilations, mais quand même impactante parce que j'ai notamment arrêté les forfaits qui étaient clairement pas rentables pour proposer les zones uniquement à l'unité qui améliorent la marge. Et j'ai aussi revu les temps accordés pour chaque prestation, notamment voilà les massages, les soins, les épilations, et je les ai diminués en conséquence. Donc, j'y suis pas non plus allée avec le dos de la cuillère, quoi. Mais c'est passé. Enfin, ça rejoint un peu l'expression plus c'est gros, plus ça passe. Et elle est un peu négative, cette expression-là, mais en tout cas, c'est pour dire que c'est possible, quoi. Oui, absolument. Et donc, oui, toi, tu as augmenté de 10 euros à peu près l'ensemble de tes prestations. Parfois, on est face à des situations financières où les augmentations doivent être plus importantes. Et parfois, en fait, l'équilibre financier, il peut se récupérer aussi sur d'autres leviers. Oui, Et voilà, je rassure aussi, c'est qu'on n'est pas oui. toujours. L'augmentation des tarifs, ça reste de toute façon un outil de pilotage, mais qu'on n'est pas toujours obligé d'affecter des énormes progressions. Ah oui, Tout est non, faut pas vraiment voir du cas ça. par Ouais, cas. exactement. Faut pas voir ça comme voilà, je suis pas une apôtre, c'est pas la voie de l'évangile, c'est vraiment mon expérience. Et aussi parce que finalement, j'avais une gestion des stocks assez rationnelle. J'avais pas trop de Mm. fuite à ce niveau-là. Enfin, moi, c'était vraiment mon point noir en fait. Et il y a sûrement des gens, c'est pas leur point noir, les tarifs, ça va être autre chose. Et de fait, ils auront moins besoin d'augmenter. Mais mais oui, il faut pas prendre ça pour argent comptant. Mon expérience. Exactement. Alors, la deuxième étape sur laquelle tu as travaillé avec Cynthia et Laura, c'est sur la gestion de tes cartes cadeaux. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle était ta situation à propos de ces cartes cadeaux? Ouais. La situation et la gestion de mes cartes cadeaux avant, c'était catastrophique. En fait, j'ai tout de suite vendu beaucoup de bons cadeaux. C'est-à-dire que j'ai ouvert mi-novembre 2021 et en décembre 2021, je ne sais pas comment les gens m'ont connu, mais ça a été énorme, énorme. Et ça a tout de suite représenté du coup une part très importante de mon chiffre d'affaires. En 2022, pour l'exemple, le chiffre d'affaires des bons cadeaux représentait 47,75% de mon chiffre d'affaires global. Et en 2023, ça avait augmenté. On était quasiment à 50% parce que c'était 49,37%. C'était énorme. Et problématique parce qu'en fait, je n'avais aucune gestion spécifique de la trésorerie de ces produits constatés d'avance. Les bons cadeaux, je l'ai appris en programme SBA, ce sont la trésorerie de produits constatés d'avance. Donc en fait, ce qui veut dire que je provisionnais pas l'argent des bons cadeaux vendus en me disant qu'entre le nombre de soins réglés en bons cadeaux dans le mois et les nouvelles cartes cadeaux achetées, ça devait s'équilibrer à peu près en termes de chiffre d'affaires. Sauf qu'en fait, c'était pas du tout le cas. Il y avait des mois où j'avais beaucoup de rendez-vous réglés avec des bons cadeaux. Du coup, j'avais un trou de trésorerie énorme parce que, bah, par exemple, l'argent que j'avais en trésorerie, eh ben, je l'avais investi sur de la formation sans sans anticiper, sans avoir la clairvoyance de me dire bah non mais ce mois-ci tu as énormément de rendez-vous bons cadeaux, bah, tu vas avoir moins d'argent qui va tomber sonnant et trébuchant, il faut qu'il y ait de la trésorerie pour pallier. Enfin, j'étais pas du tout dans cette logique-là. Et donc en plus de ça, je commençais à être complètement dépassée en termes de disponibilité.
J'arrivais pas à recevoir les clients dans des délais raisonnables parce que donc je travaille seule. Mes temps de soins étaient généreux, donc les délais s'allongeaient et je trouvais vraiment pas la solution. Je voyais pas par quel bout le prendre en fait. Et surtout des fois je comprenais pas où était passé l'argent. Il y a vraiment quand même des fois où je me disais non mais attends, ma trésorerie quand même c'est bizarre. J'ai vraiment l'impression que je comprenais pas. J'étais vraiment un peu dépitée, un peu sans ressources face à cette situation. Et c'était vraiment un point noir quand j'ai démarré mon accompagnement. Donc c'était avec Élise avant que Laura prenne la suite. Et donc avec Élise, on a vraiment réfléchi à un plan d'attaque parce que moi ça me stressait. Ce qui m'a aussi obligée à clarifier mes CGV, notamment concernant les délais à anticiper pour les bénéficiaires de bons cadeaux et les solutions proposées si jamais c'était pas possible de leur proposer un rendez-vous avant la date d'expiration de leur bon cadeau. Donc j'ai réfléchi à des solutions pragmatiques, c'est-à-dire voilà si donc dans un premier temps s'il n'y a pas de disponibilité, je peux les mettre sur liste d'attente et je les appelle en priorité si j'ai un créneau qui se libère. Si jamais j'ai un créneau présent à l'agenda ou qui se libère qui est d'une durée plus courte que le soin initialement offert, eh ben je peux recevoir la personne, faire un soin plus court et la personne utilise le montant du reliquat du bon cadeau sur la boutique en vente de produits. Et si jamais il n'y a aucune de ces solutions qui peut être mise en place, eh ben, la totalité du montant de la carte cadeau sera convertie en bon d'achat boutique. Tout en précisant que j'avais bien conscience que c'était pas la solution la plus satisfaisante, mais que ça permettait au moins aux personnes de ne pas perdre leur bon cadeau. Et j'ai aussi mis en place un système de suivi et de rappel des bons cadeaux pour être plus en maîtrise des bons cadeaux dans la nature qui restaient à consommer, quoi. Et après, j'ai organisé la communication autour de ces niveaux de disposition via un mailing, en fait, dans le même email qu'avec... Ah non, c'était pas le même email. Donc, c'était quand même un mailing et sur les réseaux sociaux de Poétique et donc l'encart sur mon site internet. Cette gestion des bons cadeaux, tu fais bien de préciser parce elle est vraiment importante, surtout pour des centres comme le tien où en fait on dépasse 20% du chiffre d'affaires en bons cadeaux. En soi, c'est pas un problème, c'est simplement que ça nécessite une gestion opérationnelle qui soit vraiment spécifique. J'avais d'ailleurs enregistré un cours qui est disponible sur le site d'Expertise Pas Bien-être sur comment gérer ces bons cadeaux. C'est vraiment indispensable si vous êtes dans une situation où vous êtes à plus de 20% du chiffre d'affaires de votre centre, parce que ça a quand même quelques conséquences. Mais rien que à ce stade, les résultats que tu as eus sont déjà impressionnants. Et comme tu le disais, hein, on a encore plusieurs mois ensemble à parcourir dans le cadre du programme. Mais on est vraiment ravis pour toi de tous ces changements et de tous les résultats que tu as dont tu as pu bénéficier. Avec le recul, un petit peu de recul, comment est-ce que tu te sens maintenant avec tous ces changements qui, là, comme tu les racontes, on se dit bah oui, bah c'est logique, ça a été fait, etc. Je précise que c'est un certain moment et un certain état émotionnel qui est quand même pas facile. On a un peu de recul. Comment tu te sens là? Mais moi, je me sens beaucoup mieux. Clairement, ça a changé ma vie. Ça peut paraître un peu fort, mais s'épuiser au travail pour gagner moins que le SMIC, c'est déprimant, en fait. Donc, quand on s'engage dans un travail de restructuration en profondeur, que ça porte ses fruits et qu'on constate qu'on travaille moins pour gagner plus, c'est le bout du tunnel, en fait. Ouais, et puis ça rejoint en fait le fait d'être chef d'entreprise. C'est un vrai défi du quotidien. Ça demande énormément d'énergie. Alors ça, c'est une idée que je partage souvent. C'est comme un jeu de cartes. En fait, on distribue des cartes. Donc chaque matin, on a des nouvelles cartes qui nous sont distribuées par voilà une personne extérieure. On a à côté les règles de ce jeu de cartes. Et finalement, on doit composer avec les cartes qui nous sont distribuées. Et ce que je dis souvent, c'est qu'on n'arrive pas à devenir, enfin, on n'apprend pas à être chef d'entreprise dans nos études et notre cursus initial en esthétique. C'est très souvent l'école de la vie qui nous forme à ce rôle. Donc chaque matin, quand on prend connaissance des cartes du jour, ça peut être très stimulant. Il y a des journées où on va avoir une super énergie et des journées qui sont beaucoup plus difficiles, beaucoup plus stressantes, où on se retrouve dans des situations vraiment pas confortables, avec aussi une forme d'isolement.
Alors, je crois savoir que toi, à ce propos, tu as trouvé un remède contre l'isolement puisque tu fais partie d'une communauté de chefs d'entreprise. Et puis, alors, votre particularité, c'est que vous avez créé un espèce de microcosme autour du podcast d'ailleurs. Donc, ça m'a beaucoup fait rigoler quand Cynthia m'a raconté cette histoire. Est-ce que tu veux bien nous la raconter? Oui, pas de souci. Donc en fait, effectivement, je suis en lien avec d'autres consoeurs du secteur bien-être et esthétique angevin. On essaye de se faire des apéros consoeurs plusieurs fois par an pour échanger sur nos réalités professionnelles. Et à chaque fois, ça nous fait beaucoup de bien de vider notre sac, de constater qu'on traverse des choses similaires, qu'on ressent les mêmes émotions, etc. Et globalement, ça me fait plaisir parce que je suis pour la sororité et la solidarité entre consoeurs, que je considère pas du tout comme des concurrentes. On peut parfois penser que les ambiances de filles sont propices à la critique ou à la mise en concurrence des femmes entre elles, mais là, c'est pas du tout le cas. Bien au contraire, et on tord vraiment le cou à ce cliché tout ensemble. Et donc un jour, l'une d'entre elles vient à Poétique pour acheter des bons cadeaux pour certaines de ses salariées. Et donc évidemment, on se met à parler, et là, elle me dit qu'elle a découvert un podcast sur le secteur de l'esthétique et du bien-être, qu'elle écoute en boucle, et qu'elle a littéralement l'impression qu'on lui décrit son quotidien et ses difficultés professionnelles par le menu, et qu'elle est complètement fan de ce truc. Et donc, elle me dit, ça s'appelle Business en spa et esthétique. Et j'ai commencé à écouter le soir même. Et là, j'hallucine des contenus. Moi aussi, j'ai l'impression qu'on me susurre ma réalité pro à l'oreille. Vraiment. Et surtout, on me dit, il y a des solutions, une méthode, des gens sont déjà passés par là et ont obtenu des résultats. Et du coup, là, j'envoie un message à cette copine. Je lui dis, c'est un truc de fou, il faut qu'on se cale un moment pour en parler, en fait. Il faut qu'on se voit pour parler de ce podcast, parler des programmes qu'ils proposent, etc. Donc, entre-temps, elle suit un cours du soir ESDE et moi, j'en suis un autre pour tâter le terrain, en gros. Et on se fait un resto pour débriefer de nos ressentis mutuels. Et donc, c'était hyper intéressant parce que, voilà, on n'a pas du tout la même situation, elle et moi. Moi, je travaille toute seule. Elle a 9 salariés, enfin, rien à voir. Mais pour autant, voilà, le besoin d'accompagnement, les difficultés peuvent être assez similaires. Et donc, suite à ça, je décide de m'engager dans le programme. Et donc, aujourd'hui, je suis en train d'être interviewée pour ce même podcast. Donc, c'est très drôle. Et merci, Adeline, si tu nous écoutes. Et coucou Adeline en passant, et merci Adeline. J'ai aussi cru entendre dire que le mot business, d'ailleurs, ne te plaît pas. Alors peut-être que tu l'aurais pas trouvé, tu serais peut-être pas venu à écouter le podcast si tu avais fait des recherches par toi-même. Ouais, Euh, aussi. Comme tu te reconnais pas forcément dans ce mot business, ça t'a même d'ailleurs fait poser la question de rejoindre ou non le programme de SBE. Alors, avec un petit peu de recul, qu'est-ce qui t'a permis de t'épanouir à nos côtés alors qu'on utilise beaucoup le mot business? Je peux comprendre ces difficultés avec les mots. J'ai d'ailleurs mes mots bannis, on va dire. Mhm. Mais qu'est-ce qui finalement t'a fait glisser en fait sur ce mot? Alors, en fait, ce mot business, moi, j'avais peur que tout soit uniquement ramené à l'argent, d'être dans une ambiance un peu de start-upper sans foi ni loi, parce que c'est ça que me renvoie le mot, en tout cas, que me renvoyait le mot business. Hmm. Et j'avais aussi peur de devoir appliquer à la lettre et de façon très scolaire des contenus sans avoir la possibilité de les adapter à poétique. Donc, j'avais l'impression que ça correspondait pas à mon univers, à mes valeurs, quoi. Un truc très capitaliste, en fait. Au final, mes coachs se sont vraiment adaptés à ma vision en tant que chef d'entreprise, à la spécificité de poétique, au fait que ce soit pas un institut classique. Ça a même été, enfin, cette singularité, elle a été respectée, elle a été valorisée même. Et c'est ce qui m'a permis finalement de me sentir en confiance et d'avancer sereinement. Et du coup, aujourd'hui, ce que moi je souhaite poursuivre, c'est justement tous ces efforts entamés pour consolider cette restructuration et ce nouvel équilibre. Si on devait résumer du coup pour toi, sur quoi repose cet équilibre tant recherché, surtout quand on passe de salarié, du statut de salarié à celui de chef d'entreprise. En plus, toi, c'était suite à une reconversion professionnelle, donc c'est vraiment de nouvelles histoires qui s'enchaînent de ton côté.
Mm. C'est quoi cet équilibre? Ça veut dire quoi, toi? Pour moi, déjà, c'est avoir un centre qui nous ressemble, qui reflète vraiment notre univers, notre personnalité, nos valeurs, et qui nous plaît avant tout à nous. Et j'entends à nous avant même de plaire aux clientes. Pour moi, ça, c'est hyper important. Ne pas chercher à plaire, en fait. Juste faire quelque chose qui nous plaît à nous avant tout. Parce que c'est essentiel de se sentir aligné avec ce qu'on propose, que notre univers ne nous trahisse pas, que ce soit du nous avec des vrais morceaux de nous dedans. Donc ça, c'est le premier élément. Et ensuite, ça va peut-être sembler bizarre, mais en ce qui me concerne, c'est aussi d'avoir du détachement par rapport à mon travail et mon entreprise. Me dire que finalement, tout ça n'a aucune forme d'importance et que je pourrais recommencer autre chose si j'avais envie. Moi, ça m'apporte de l'air, ça me permet de relativiser pas mal de choses, notamment vis-à-vis de la clientèle, que j'ai jamais considérée comme des reines ou des rois et à laquelle je dis pas du tout amen à tout. Et ce détachement, je sais pas comment on peut faire pour y travailler, mais moi je l'ai tout de suite eu et je trouve que c'est important. Et ensuite, c'est très concret, c'est travailler à être rentable. Travailler à être rentable, ça permet juste de déguster les fruits de son travail et de se sentir épanoui. C'est pas être une grosse capitaliste comme je pouvais le penser. Donc je dirais alignement, détachement et rentabilité. Absolument. Je dis souvent aussi, je sais pas si ça peut aider, puisque tu disais comment on arrive à se détacher, c'est de regarder un peu les choses de façon différente, c'est de voir qu'en fait, nos temps de vie professionnels servent à notre vision de vie personnelle. Et je trouve qu'on a peut-être un peu tendance à l'oublier parce que quand on est chef d'entreprise, il y a vraiment cette énergie et ces tripes qu'on met et qu'on donne pour que ça fonctionne et qu'on vive sereinement de cette aventure. Mais c'est vraiment quelque chose à remettre un peu au cœur de la réflexion, de me dire mon équilibre, en fait, pour moi, ça veut dire quoi? C'est quoi mes critères? Et de quelle façon mon temps de vie professionnel nourrit mon aspiration à cet équilibre personnel. Et je crois que peut-être quand on se pose la question sous cette forme-là, on a quand même des pistes qui s'éclairent. Quel serait, pour terminer, le conseil avec un L majuscule, un E majuscule, si on avait un conseil vraiment que tu donnerais à une gérante de centre qui, comme toi, a envie et aspire à cet équilibre de vie? Ben, en fait, j'ai envie de dire, faites comme moi, suivez le programme SBE. Pour moi, ça serait ça, en fait. Ça revient à dire, faites-vous accompagner. Moi, j'ai testé ce programme-là, je le trouve super. Investissez-vous dedans à fond en osant sortir de votre zone de confort. C'est assez simple et c'est très concret. Voilà. C'est un investissement en argent, en temps, en énergie, mais c'est un investissement avec un retour sur investissement qui vraiment en vaut la peine. Et si je peux me permettre, Tiffaine, de rajouter quelque chose par rapport à la question précédente, sur le premier point, le fait d'avoir un centre qui nous ressemble, qui reflète notre univers, etc., c'est essentiel aussi pour avoir une clientèle qui nous ressemble. Et à partir du moment où on a une clientèle qui nous ressemble, les choses sont tout de suite beaucoup plus faciles. C'est-à-dire que la clientèle, ça devient plus quelque chose de difficile à gérer. Ça devient même des fois en fait une force quand on est fatigué, quand on est épuisé et que là on voit une cliente qui arrive qu'on trouve géniale. Ça enlève pas notre niveau d'épuisement, mais ça apporte un peu de chaleur, un peu de soleil et ça nous raccroche quand même à ah ok, je sais pourquoi je fais ce métier en fait. Donc voilà, ça m'est venu après coup et mais je trouvais ça important de le préciser, de le souligner. Absolument. Nous, on a aussi la chance chez SBE, et tu en fais partie maintenant, d'avoir ce ressenti-là vis-à-vis aussi des clientes qu'on accompagne. C'est de voir, en fait, que oui, c'est de l'énergie, oui, c'est du temps, oui, un investissement financier, mais c'est aussi une relation de confiance et quand nos clientes nous apportent dans notre entreprise autant que ce qu'on peut aussi leur apporter au travers de nos services, et ben c'est quand même super chouette et ça donne énormément de sens à nos temps de vie professionnelle justement.
Merci beaucoup, Marjorie, pour cet échange et ta générosité. J'espère que, et je n'en doute pas, ça va forcément nourrir l'inspiration de bon nombre de gérantes de centres qui nous écoutent. Et puis tu seras là aussi sur le prochain épisode de l'autre côté de l'enceinte ou je sais pas, dans ta voiture, je sais pas où est-ce que tu as l'habitude d'écouter les épisodes. Voilà, exactement, bien sûr. Merci beaucoup, Marjorie. Merci. Je vous invite à découvrir Maison Poétique et le travail formidable qu'a réalisé Marjorie. Et si, comme Marjorie, vous souhaitez propulser votre centre à un niveau supérieur et vous équiper des compétences indispensables de chef d'entreprise spa, beauté, bien-être, eh bien nous serons ravis de vous accueillir au sein d'Expertise Spa Bien-être. Faites le test « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» qui est disponible sur notre site internet. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Spa Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.